Bonjour à tous, bienvenue à ce talk que j'ai pompeusement appelé « Défier l'entropie, refaire, point d'interrogation, ou remettre sous contrôle ». Alors je vais casser le suspense tout de suite. Ma réponse est « on remet sous contrôle ». Pourquoi ? Parce que refaire, c'est souvent voué à l'échec. C'est un choix très risqué. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer pendant cette petite trentaine de minutes qu'on va passer ensemble. Donc, je suis Alexandre Jeanbrun, et comme ça se voit sur ma tête, j'ai 25 ans d'expérience. J'ai fait plein de trucs pendant ces 25 ans. J'ai été développeur, j'étais chef de projet, architecte, manager. Et finalement, mon vrai métier, c'est programmeur, parce que je suis fier de faire ce métier-là et d'aider des gens comme moi qui font ce métier-là à progresser et à apprendre des choses. Alors j'ai dit entropie, évidemment, Mehdi le disait, l'entropie c'est un concept qui vient de la thermodynamique. Au sens de la thermodynamique, l'entropie c'est l'état de désordre d'un système. Et le second principe de la thermodynamique dit que toute transformation d'un système se fait avec une augmentation de l'entropie. Et de manière corollaire, du coup, dans un système isolé, l'entropie est une fonction qui ne diminue pas dans le temps. Alors nous, on a une chance énorme, c'est qu'on ne travaille pas dans un système thermodynamique. On travaille dans des systèmes d'information. Donc il est envisageable de maîtriser, si ce n'est de faire réduire l'entropie, alors que ce n'est pas possible dans le monde réel de la thermodynamique. Pour parler de désordre dans un système d'information, dans une application, j'ai identifié quelques sources de désordre. Alors, la première parmi toutes les autres, les êtres humains. Oui, pour l'instant, les systèmes d'information, les applications sont encore créées par des humains. Et donc, c'est eux qui sont la toute première source d'entropie, de désordre dans les systèmes. Alors, c'est eux, pas tout seuls, hein. C'est les personnes qui travaillent sur le système d'information dans une certaine organisation. Cette organisation a un impact sur le désordre d'une application ou d'un système d'information. Les choix de management, les choix d'offshorer, par exemple, une partie de l'équipe, les testeurs, les QA, etc., même les développeurs, ça a un impact sur les applications et ça crée du désordre dans les applications. Et puis, les compétences ont un impact sur le désordre dans une application. Les compétences qu'on a et les compétences qu'on n'a pas, ou les compétences qu'on n'a pas à un moment donné d'un projet. Voilà, on n'a pas toujours le choix des personnes disponibles pour réaliser un projet, on n'a pas toujours les meilleures personnes. Ça a un impact sur le désordre au sein d'une application. Et enfin, dernier truc, le turnover a un énorme impact sur le désordre dans vos systèmes d'information, dans vos applications. Évidemment, à chaque fois que quelqu'un rentre dans une équipe ou dans une organisation, ou quelqu'un sort, voilà, ça crée de la perte d'informations, ça crée du désordre, il faut l'onboarder, la personne n'est pas toujours au bon niveau des standards ou des choix qui ont été faits par l'organisation. Donc tout ça, c'est la source d'entropie créée par les êtres humains. Deuxième source d'entropie importante pour les systèmes d'information, c'est la technologie. La technologie a une tendance très fâcheuse à changer. La technologie change tout le temps. Les nouveaux langages, les nouveaux frameworks, les trucs à la mode, Christophe en parlait un peu, l'obsolescence, programmée ou non, ça crée du désordre dans les systèmes d'information et dans les applications. Et puis on découvre aussi parfois des failles de sécurité qu'il va falloir corriger. Ça impose des transformations des systèmes d'information, ça impose d'intervenir dans ces applications. Ça crée du désordre. Et dernière grande source d'entropie, tout le reste, l'environnement. Alors moi, je vais focaliser plutôt sur un aspect, parce que c'est le nerf de la guerre, plutôt économique. Le marché d'une entreprise qui produit des logiciels va changer, les priorités vont changer, la capacité à orienter du budget vers une partie du système d'information vers une autre, tout ça, ça va faire, encore une fois, une génération de désordre dans les applications. Jusque-là, tout va bien. Alors, c'est quoi le désordre dans une application ? Le désordre dans une application, ça se traduit, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer au cours de, maintenant, ma longue carrière, ça se traduit par de la complexité. Alors, il y a plusieurs types de complexité
dans un système d'information et dans une application. Il y a ce qu'on appelle la complexité essentielle. La complexité essentielle, c'est celle qui est nécessaire pour résoudre les problèmes de nos métiers. Voilà. Quand on a des problèmes métiers complexes à résoudre, il y a un minimum de choses pour pouvoir répondre aux problématiques du métier. Deuxième type de complexité, c'est complexité technique et de collaboration. La complexité technique, c'est celle qui vient des contraintes, par exemple, de performance, de sécurité, qu'il va falloir mettre en œuvre dans nos systèmes d'information et qui sont nécessaires pour répondre aux exigences soit de nos clients, soit de trucs réglementaires, par exemple. Et dans cette complexité, il y a aussi la complexité de collaboration. La manière que vont avoir les équipes à collaborer entre elles va générer de la complexité dans le système d'information et dans les logiciels. On pourrait citer la loi de Conway là-dessus. La loi de Conway explique très clairement l'impact qu'a l'organisation sur les produits réalisés par cette organisation. Et la dernière, c'est la complexité accidentelle. Alors, c'est celle qu'on ne veut pas, ou en tout cas qu'on ne souhaite pas. Elle est accidentelle par définition. C'est là où se loge l'entropie, en fait. La complexité accidentelle, c'est celle qui vient quand, dans un système d'information, je suis obligé de faire des choix. Quand une équipe de développement se retrouve à l'avant-veille d'une mise en prod, à devoir finir la dernière petite feature qui traîne dans le backlog, et puis s'autorise à dériver par rapport au standard, au choix qu'elle a fait au départ, et donc va introduire ce que certains appellent de la dette technique, mais qui n'est pas forcément une très bonne analogie dans le domaine, et en tout cas va dériver par rapport au standard de l'organisation ou de l'équipe. Et ça fait des choses qui vont petit à petit s'accumuler dans les applications, dans les systèmes d'information. C'est une complexité accidentelle. Alors, la somme de ces trois complexités, c'est la complexité totale du système. Alors, c'est pas de moi, évidemment, ça vient de quelqu'un que Christophe, encore une fois, a cité avant moi, de Fred Brooks, dans son papier No Silver Bullet. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand la complexité accidentelle devient tellement énorme que je ne peux plus, ou très difficilement, faire évoluer mes applications ou mon système d'information? Quand chaque mise en prod est une douleur insupportable. Ça peut prendre des mois, des semaines avant d'arriver à vraiment mettre en prod son application, ces nouvelles features qui sont attendues par nos métiers, qui payent pour ça. Arrive souvent la question de la réécriture de l'application ou du système, ou la refonte du système d'information. Alors, le problème avec ça, c'est que, comme les moines copistes, quand on fait ça, on copie. Et c'est utopique de penser que refaire la même chose de la même manière mène à un résultat différent. Évidemment, juste se concentrer sur la problématique de je n'arrive plus à bouger mon application ou mes systèmes d'information, en réécrivant ou en trouvant une espèce de solution magique avec une baguette magique qu'on trouverait je ne sais où, on y arriverait, c'est un peu utopique. Alors pourquoi c'est utopique? Parce que, et ça je l'ai observé malheureusement trop souvent, quand on décide de réécrire une application, on va commencer à mobiliser une équipe qui va travailler sur cette application-là. Et là, j'ai envie de parler d'une application qui est plutôt critique. Si on décide de la réécrire, c'est qu'elle rend des services, c'est qu'elle rapporte de l'argent à l'organisation. Si elle ne le faisait pas, on ne déciderait pas de la réécrire. Et donc, si on fait ça, on va mobiliser du budget, des équipes qui vont travailler sur le sujet. Ça va durer longtemps. Ça va être long. Évidemment, c'est une application qui existe depuis longtemps, donc elle a plein de fonctionnalités, elle fait plein de choses, elle rend plein de services, donc ça va être très long. Donc pendant ce temps-là, la vie continue. C'est-à-dire que l'application qui existe, qui pose des problèmes, mais elle est toujours en production, elle. Imaginons qu'on ait un changement réglementaire qui arrive en plein milieu de la refonte ou de la réécriture. Une loi qui change. Où est-ce que j'implémente le changement de loi? Probablement dans ce qui est vraiment en prod aujourd'hui, parce que c'est là où on va se prendre une amende. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mettre en production la nouvelle version de l'application. Mais il faut que je le fasse aussi dans la nouvelle version de l'application. Et puis je vais avoir des besoins qui vont évoluer dans le temps. Donc ces besoins, il va falloir que je les implémente aussi. De quel côté? À droite, à gauche? Et enfin,
à un moment, il va quand même falloir que le truc se résolve. C'est-à-dire que l'application d'origine, il va falloir que je la décommissionne à la faveur de la nouvelle. Et c'est là où je vais être obligé d'inventer des stratégies assez compliquées de validation de l'application. Il va falloir que je vérifie que ce que j'ai réécrit fait bien la même chose que ce que j'avais avant. Donc je vais faire des parallel runs, je vais faire des tests de non-régression très compliqués, je vais faire tout un tas de choses qui, souvent, sont très coûteux, très risqués, et qui empêchent, à la fin, de vraiment mettre en production la nouvelle application. J'ai un petit exemple qui m'est arrivé dans ma carrière. C'est une application qui a commencé à être réécrite il y a plus de 10 ans, à partir d'un code qui était écrit en Power Builder. Alors pour les anciens d'entre nous, voilà, ça pique un peu, c'est un peu vieux. Et l'application Power Builder est toujours en prod aujourd'hui. Il y a une nouvelle application en Java qui tourne en parallèle avec celle-là, alors qu'il y a des nouvelles fonctionnalités. Mais en fait, là où ils n'avaient qu'un seul problème, ils en ont deux, voire trois, parce que probablement qu'un jour, quelqu'un va dire « c'est le bordel, vos deux trucs, et on va en faire un troisième ». Alors revenons sur les sources de l'entropie. Alors comment on peut combattre ça, en fait? Alors, déjà, comment on peut éviter de se retrouver dans cette situation? Première chose. Et puis, on verra un peu plus tard, quand on est dans cette situation, à devoir prendre la décision de réécrire ou non une application, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de prendre ces décisions-là? Alors la première, c'est que je vais citer un vieux truc qui s'appelle le manifeste agile. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un sait qu'il y a 2 pages au manifeste agile? Ouais. Alors ça, c'est sur la deuxième page, donc plein de gens n'ont pas lu, malheureusement. Donc sur la première page, vous avez les 4 valeurs, les 4 phrases que tout le monde connaît. Et puis sur la deuxième, il y a les 12 principes. Il y a 12 principes. Voilà. Un de ces principes, qui est de dire que pour faire un projet informatique, voilà, parce que c'est des développeurs qui ont inventé le manifeste agile, encore une fois, il faut le faire avec des équipes motivées, qui sont dans un environnement qui leur permet de travailler correctement. Il faut satisfaire à leurs besoins, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient les moyens de travailler correctement. Et puis, il faut leur faire confiance. Tout ça pour dire que quand j'ai des humains qui interviennent pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et pour éviter de générer de l'entropie dans leurs applications, par les éléments que j'ai cités, le turnover, le manque de compétences, etc., il faut qu'ils aient l'environnement pour favoriser ça. S'ils ne l'ont pas, ça ne marche pas. Donc, premier élément important pour que l'environnement soit bien, en fait, il faut que les équipes qui développent des logiciels soient autonomes, soient responsabilisées, et qu'on ait défini quel est le niveau de délégation qu'on leur donne. L'autonomie, ça veut dire que si on explique aux gens ce qu'ils ont à faire au quotidien, et malheureusement je le vois aussi, en gros, on est en train de les déresponsabiliser d'une certaine manière. L'autonomie et la responsabilisation, ça va ensemble. Je ne peux pas être autonome et ne pas être responsable. Ça marche ensemble. Je crois, Steve Jobs, alors après on attribue aux gens qui sont décédés toutes les citations qu'on veut, mais qui disait on n'embauche pas des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais pour qu'eux nous disent ce que nous, on a à faire. C'est ça l'autonomie, en fait. C'est de dire faisons confiance aux gens et laissons-les prendre les décisions parce que c'est eux qui sont le plus à même de prendre les décisions. Plus. Je suis désolé. Ah, ça y est. Oula. Bon, c'est pas grave. Deuxième élément important, alors tout ça pour répondre aux problèmes d'entropie liés aux compétences et puis à la motivation aussi d'une certaine manière. Il faut que les personnes aient de l'espace, donc du temps, parce que c'est la même chose en fait, pour améliorer les pratiques et les compétences. Imaginez une entreprise qui considérerait que quand elle a embauché un salarié, en fait, elle a acquis toutes les compétences du passé qu'il a et qu'il ne ferait aucun effort pour améliorer ses compétences dans le futur. Je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait envie de travailler dans une entreprise comme ça. Malheureusement, il y en a. C'est important que les personnes aient du temps pour s'améliorer, parce que sinon, si elles ne s'améliorent pas, en fait, elles ne sont pas à même de prendre les bonnes décisions et de réduire le niveau de désordre qu'elles génèrent dans les applications.
Et puis, comme ça ne suffit pas à régler tous les problèmes de turnover notamment. Il faut considérer que le turnover est un non-événement. C'est normal. Les gens rentrent, les gens partent. Ils ne vont pas passer 20 ans dans la même équipe à faire la même chose tout le temps, donc c'est normal. Et pour que ce soit un non-événement, ça veut dire que on gère son antifragilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prévu par le fonctionnement et l'organisation. Et enfin, pour garder les gens motivés, les équipes, en général, il faut du challenge. Alors vous allez me dire, c'est un peu antinomique avec la notion de vouloir garder une application le moins désordonnée possible longtemps et quand même générer du challenge. Mais c'est important que les personnes qui travaillent sur un système d'information puissent aussi exprimer leur créativité d'une manière ou d'une autre, et en tout cas du challenge. Alors, quand on regarde les pyramides de compétences, c'est la pyramide de Maslow, je crois, ça s'appelle comme ça. Le truc tout en haut, c'est de dire, en fait, une fois que tous les besoins fondamentaux sont donnés, enfin respectés, le truc qui reste, c'est se projeter, aller plus loin et apprendre des nouvelles choses. Autre source de désordre dans les applications, la technologie. Alors, il y a un truc important. En fait, le problème de la technologie, et c'est ce qu'expliquait Christophe très bien dans son talk précédent, c'est que si cette technologie elle est mélangée avec mon code métier, si on ne fait pas d'archi hexagonale, alors quand la technologie change, forcément mon code métier il est impacté, puisque je vais aller modifier des choses. Du coup, je vais être obligé d'avoir une phase assez douloureuse de requalification de mon application. Donc, je vais devoir faire des tests, de faire potentiellement des trucs du type parallel run, etc. Alors que si mon code métier et mon code technologique sont bien séparés, en fait, quand la technologie change, du coup, mon code métier n'est pas impacté du tout. Je peux bouger mon code technologique sans toucher mon code métier. Et là, du coup, il y a assez peu de chances, alors je peux générer des problèmes, hein, bien sûr, je peux avoir des bugs, mais il y a peu de chances que je dégrade le fonctionnement de l'application, la valeur métier de l'application. Alors comment on fait pour se retrouver comme ça, c'est-à-dire dans un système où le code technologique est bien séparé du code métier? Première chose, et c'est peut-être bizarre, hein, ça va peut-être vous sembler bizarre, en fait, j'ai constaté que les développeurs écrivaient mieux leur code quand ils comprenaient les problèmes. Et donc, avoir une vraie compréhension partagée du métier, c'est important pour que les développeurs puissent prendre les bonnes décisions et être en capacité de faire les bons choix, les bonnes stratégies de test notamment, mais d'architecture aussi. Il y a des très bons trucs qui permettent de faire ça. Dans le domaine driven design, il y a pas mal de choses qui poussent à avoir cette compréhension partagée du problème, et c'est très important. Alors, ce n'est pas lié à la technologie, vous allez me dire, évidemment, mais pour autant, moi, le code le plus dégoûtant que j'ai pu lire, c'est parce que les développeurs ne comprenaient pas ce qu'on leur demandait. Et en fait, quand un développeur ne comprend pas, il se raccroche à ce qu'il sait. Et ce qu'il sait faire, c'est générer du code technologique. Autre truc important, en fait, il ne faut pas considérer que les choix qu'on a faits au début d'un projet vont être les choix pertinents pour toute la durée du projet. Donc, il faut partir du principe qu'on va être obligé de refaire le design de son application, de son système en permanence. Et donc, partant de ce principe-là, on se donne les moyens de le faire. Donc, le design continu, c'est super important. L'émergence, c'est aussi clé. Combien de projets, et ça me fait râler à chaque fois que j'observe ça, qui, au bout de 2 jours du premier sprint, du tout début de projet, ont déjà une base de données relationnelle, ont déjà un conteneur Docker, ont déjà je ne sais quoi, un cube bidule, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas d'utilisateurs, ils ont à peine des user story sèches dans leur backlog. Et à quoi elle sert la base de données? Donc l'émergence. Accepter de ne pas décider. Décider que quand c'est nécessaire. C'est ça l'émergence. Accepter qu'on ne sait pas tout au début et qu'on va pouvoir, justement, parce qu'on se force à avoir cette attitude-là, on va pouvoir changer d'avis en cours de route et au fil de l'eau des compréhensions et des apprentissages qu'on va faire pendant le projet. Et un dernier truc, enfin c'est pas un dernier truc, un truc qui est un vieux truc, qui s'appelle la modularité. C'est très vieux, c'est aussi vieux que l'informatique en fait.
La modularité, c'est ce que certains vont appeler l'architecture hexagonale ou la clean architecture ou l'architecture microservice, etc. C'est l'idée simple, finalement, qu'on peut séparer les problèmes dans des modules séparés. Alors, on pourrait avoir des modules avec du code métier, puis des modules avec du code technologique. Ça, c'est un truc qu'on apprend tous à l'école, hein, quand on est en école d'ingé, la modularité, qu'on apprend l'informatique, on nous en parle tout de suite. Faisons-le, continuons à le faire. Malheureusement, la hype driven development, je regarde Christophe, fait que les problématiques, les trucs à la mode remplacent ces vieux principes qui sont pour autant très, très importants. Et une chose magique qui peut vous sauver la vie, le refactoring permanent de vos applications est important. On ne fait que ça, en fait. Encore une fois, c'est une utopie de penser qu'une fois qu'on a écrit du code, il ne changera plus jamais. Ce n'est pas vrai. Le code change. C'est sa nature profonde. Il doit changer, d'ailleurs. Chaque changement, c'est le principe de l'entropie, hein, chaque changement est une transformation, donc va créer du désordre. Si ce désordre, on ne le maîtrise pas au quotidien, en faisant du refactoring, en ayant cet état d'esprit d'amélioration continue du code, en fait, très vite, on se retrouve avec une complexité accidentelle qui nous dépasse et qui fait qu'on n'est plus capable de maintenir son système. Est-ce que vous connaissez cet objet? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un grille-pain. Ceci est un grille-pain. C'est un grille-pain qui grille du pain. Alors, il ne donne pas l'heure, il ne fait pas Bluetooth, il ne va pas éjecter les tartines. Bon, voilà. Mais ce truc-là, alors c'est pas celui-là, mais mes parents qui se sont mariés il y a une cinquantaine d'années, on sait depuis le début de leur mariage, il fonctionne toujours. Alors oui, c'est pas sexy, on se crame un peu les doigts quand on enlève les tartines, tout ça, mais ça marche. Ça fait un truc, et ça le fait bien. Alors il faut surveiller. Bon, allez, on pourrait peut-être améliorer le truc. Et ça, c'est increvable, hein, et c'est super facile à réparer. Tout ça pour dire que si dans nos applications, ou si nos applications étaient découpées, si les responsabilités de nos applications étaient bien découpées, et que chaque morceau de l'application, chaque module ou chaque application ne faisait qu'une seule chose, mais le faisait bien, en fait, on limite la surface de désordre possible. La probabilité de transformation est beaucoup plus faible. C'est un peu l'idée derrière les microservices. Donc, on a le droit de faire des applications jolies, on n'est pas obligé de les faire comme ça. Mais encore que, on pourrait discuter de l'esthétique de l'objet. Dernière source de désordre et d'entropie, l'environnement. Et je ne parlerai que d'un truc sur l'environnement. Ce qu'on appelle la valeur, autrement appelé l'argent. Et pour certains, pour M. Audiard, le Grisby. Quand on a créé nos applications, on a investi de l'argent. Donc on a créé son application, on a investi de l'argent. C'est marrant, parce que c'est le seul monde économique que je connaisse, le logiciel, où on accepte de jeter son argent à la faveur d'un autre truc nouveau, plus nouveau, etc. Pourquoi ne pas vouloir garder à long terme ces investissements? Alors, il y a une pratique en comptabilité en France qui consiste à dire, en France, la règle dit qu'on peut amortir un logiciel sur toute sa durée de vie. Moi, dans plein d'organisations que j'ai observées, en fait, les organisations font le choix d'amortir sur 3 ou 5 ans. Mais pourquoi? Pourquoi pas 25? Un logiciel, en fait, ça n'a pas de fin de vie, en réalité. Si on est capable de le maintenir et de garder un bon niveau d'entropie dans son logiciel, en fait, on peut le garder très longtemps. Alors que quand j'achète une machine-outil dans une usine, voilà, j'ai une règle de comptabilité qui dit, je crois que c'est 25 ou 30 ans, enfin je ne sais plus exactement quelles sont les règles d'amortissement, mais la machine, elle va s'user, mais un logiciel, ça ne s'use pas. Si on le maintient bien, ça ne va pas s'user un logiciel. Donc maintenir nos logiciels longtemps, c'est garder la valeur métier de ce logiciel. La valeur métier, c'est votre savoir-faire, c'est le savoir-faire d'une entreprise. Et c'est ça qu'on doit garder et qu'on doit favoriser.
C'est une drôle d'idée quand même d'imaginer que tous les 5 ans, je vais réécrire mes logiciels parce que j'arrive plus à en faire quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi on se permet ça dans l'informatique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on en est dans cette situation-là? Alors, le pilote, là, dans sa voiture, il n'a pas grand-chose à faire, lui. Il va devoir patienter. Il n'est pas sûr de retomber sur ses 4 roues. Et puis, ouais, il peut. Alors, s'il est croyant, il peut prier. Mais sinon, il ne peut pas faire grand-chose. Heureusement, nous, on n'est pas contraints par les lois de la physique. Du coup, on peut peut-être envisager de faire des trucs pour reprendre le contrôle. Alors, reprendre le contrôle, ça commence par un truc simple, qui est de dire que nos applications, elles sont en production. Et nos applications, elles nous rendent des services en production, elles nous ramènent de l'argent. Parfois, elles ont des problèmes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'incidents, ce qui arrive souvent quand un logiciel commence à avoir un gros niveau d'entropie. On va essayer de la remettre correctement opérationnelle en production avant de faire quoi que ce soit. Finalement, on est en train de protéger la valeur de son entreprise en faisant ça. Et puis, on va se donner une conviction forte, c'est de dire cette application, elle va rester en production coûte que coûte. On va essayer de reprendre le contrôle, mais on ne travaille pas sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire qu'on travaille sur la route, on ne travaille pas à côté. Pourquoi on ne travaille pas à côté? Parce que si on travaillait à côté, on ferait la même chose que pour une réécriture. C'est-à-dire qu'on partirait dans un fork ou dans une branche très longue, et puis on se retrouverait dans la situation où il faudrait revenir sur la route à un moment, et même problème, c'est-à-dire revalidation totale du système, on va être obligé de refaire des parallèles runs, des migrations, des big bangs, etc., etc. Donc on garde ça en production. Ensuite, on fait un truc, on crée un filet de sécurité. Malheureusement, et ce n'est pas toujours le cas, mais les applications les plus endettées, anthropisées, si le terme est français, que j'ai pu voir, elles n'avaient pas de test, ou très peu. Et en tout cas, pas de test automatique. Donc on va créer ces tests. On va créer un filet de sécurité. C'est important. Et du coup, on peut s'appuyer sur des stratégies de test, adaptées au contexte, etc. Un filet de sécurité. Pourquoi? Pour pouvoir changer l'application tout en s'assurant qu'on ne dégrade pas son service. Et une fois qu'on a ça, on va définir ce qu'on va améliorer. Qu'on va chercher à corriger dans les défauts de l'application, dans l'entropie. On va corriger l'entropie. Et pour faire ça, on fait un truc qu'on connaît bien maintenant. On va faire des petits incréments, livrés très fréquemment en production, et ça tombe bien, notre application est en production. Et comme on va le faire très vite, on va se rendre compte assez rapidement si on a dégradé quelque chose, si le service est toujours le même, si on a introduit des défauts ou pas. Et puis on fait un truc d'ingénieur, on mesure des trucs. On fait de l'empirisme en fait. C'est important, on fait tous un métier d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on peut mesurer pendant qu'on est en train d'améliorer la situation? Alors il y a le truc très simple, les Dora Metrics. Ou les Metric Accelerate, ça a changé plein de fois de nom. Donc, voilà. Ces Dora Metrics ne vous disent pas exactement à quel point vous êtes dans l'ennui. Par contre, en les lisant en creux, on est capable de se dire que si on a un mean time to restore très long, c'est que notre logiciel est probablement très désordonné et que c'est compliqué d'aller troubleshooter un problème et que c'est compliqué de le corriger et etc. et de le mettre en production. Alors, la fréquence de livraison en production aussi donne des informations sur le niveau de désordre de votre logiciel. Si vous avez une fréquence de livraison très lente, du coup, évidemment, ça veut dire que c'est compliqué de faire évoluer votre logiciel et qu'il est probablement... Il contient beaucoup d'entropie et de désordre. Alors, mesurer, c'est bien. Moi, j'ai envie de proposer ça, et ça faisait partie de mon pitch, qui était de dire on a maintenant des indices de réparabilité sur les objets du quotidien, sur les appareils électroménagers notamment. C'était de proposer une analogie, alors c'est pas scientifique du tout, mais qui reflète qui reflète un peu toutes les réflexions que j'ai eues pendant ce talk. Alors, qu'est-ce qu'on peut évaluer on peut évaluer le niveau de complexité de son application. Ça se fait assez bien avec une bonne revue de code bien costaud, avec des gens adaptés pour ça, ou un audit de code.
Le niveau de complexité accidentelle, c'est plutôt là-dessus qu'on va focaliser, mais aussi les autres niveaux de complexité, c'est important de les avoir en tête. Si on a un gros niveau de complexité, en fait, à chaque fois qu'on va vouloir changer quelque chose ou qu'on va vouloir faire évoluer notre logiciel, forcément, on va devoir travailler dans cette complexité-là. La quantité de responsabilité et le découpage des responsabilités. Si vous avez un logiciel qui fait 50 features, qui est capable de gérer vos paiements, de gérer vos livraisons, de gérer vos RH et de gérer votre comptabilité, probablement qu'il y a trop de responsabilités. Donc on va essayer de regarder comment, déjà, on va constater, et puis on essaiera de découper les responsabilités. La dépendance aux technologies, c'est encore une fois une revue de code, ou un audit de code va vous permettre de constater et d'évaluer à quel point votre code métier est couplé à votre code technologique. Ça se voit assez facilement, je vous le garantis. Le niveau de valeur apportée par le logiciel, alors ça se mesure pas toujours facilement. Ça veut dire que si votre logiciel, c'est un système de e-commerce et qu'il vous rapporte directement de l'argent, ou en tout cas vous pouvez corréler le fonctionnement de votre logiciel à l'argent qu'il vous rapporte, c'est assez facile. Si votre logiciel, c'est un système de gestion de paye dans votre entreprise, la valeur apportée, alors cyniquement, on pourrait dire que c'est le nombre de personnes que vous n'embauchez pas qui constitue la valeur pour pouvoir faire les payes de vos salariés. Bon. Le niveau de valeur est plutôt une mesure, ou en tout cas une estimation de quelque chose qui va vous permettre de décider si ça vaut le coup de reprendre le contrôle. Parce que c'est comme pour la réécriture, en fait, reprendre le contrôle, ça ne sert à rien si votre truc n'a plus de valeur. Et il y a plein de logiciels, dans plein d'entreprises, où en fait on n'est même pas capable de savoir si quelqu'un se sert du logiciel. C'est un truc qu'on mesure rarement, c'est curieux. L'usage des logiciels, ou des fonctionnalités dans les logiciels, encore pire. Et puis l'environnement humain, là on pourrait avoir des trucs un peu objectifs. Le turnover, ça se mesure plutôt facilement. L'état d'esprit, le bien-être des gens, ça c'est des choses qui sont plus compliquées à évaluer, mais le management de proximité est un bon moyen d'aller sonder l'état d'esprit, comment les gens, quel est leur niveau de motivation, est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce qu'ils ont le bon niveau de délégation, etc. Alors le but, c'est de lutter contre la dégradation à long terme, et puis c'est de garder longtemps le contrôle. Parce qu'en fait, reprendre le contrôle, c'est bien, mais le garder, c'est encore mieux. Voilà. Donc, si l'idée, c'est juste de régler des problèmes à un moment donné, et puis de laisser la situation se reproduire comme elle s'était reproduite avant, en fait, on a perdu de l'argent et du temps. Pour finir, moi, je pense, je suis convaincu qu'il est possible de maîtriser l'entropie tout en changeant les applications. C'est-à-dire que ce n'est pas l'immobilisme, maîtriser l'entropie. Maîtriser l'entropie, c'est de se donner les moyens de ne pas la générer. Et puis, évidemment, s'il y a un truc avec lequel je voudrais que vous repartiez, c'est l'idée que la prochaine fois que vous aurez une décision à prendre sur une refonte ou une réécriture d'une application, vous puissiez vous dire, il y a peut-être autre chose à faire que de réécrire et de refondre mon application, mon système d'information. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de conférence, et puis je vais prendre des questions si vous en avez.